Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième Monday Sécu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oussem Zairi, consultant en sécurité des systèmes d'information chez Proxiad et je travaille principalement sur la sécurité applicative et les tests d'intrusion. Les Monday Sécu vont remplacer les Proxy Monday pour toute la période estivale. Donc, il s'agit des présentations sur plusieurs thématiques de sécurité des systèmes d'information et sécurité applicative. Et l'avantage des Monday Sécu, c'est qu'il y a toujours une démonstration technique à la fin. Donc, des fois avec des labs déjà prêts, d'autres fois avec des classes ou des fonctions qu'on va créer ensemble et les rendre vulnérables pour les exploiter par la suite. Je commence toujours par présenter la vulnérabilité d'un point de vue théorique, la façon avec laquelle le hacker ou l'attaquant peut exploiter la vulnérabilité, son impact et quelques mesures de protection ou de remédiation. À la fin, je fais une démonstration technique pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans la partie théorique. Tout le mois de juillet, ça va être le mois du web avec 4 vulnérabilités à traiter. J'ai commencé le 6 juillet par la vulnérabilité numéro 7 dans le top 10 de l'OWASP de 2017, qui est la désérialisation non sécurisée. Nous avons vu ensemble comment peut-on exploiter une fonction de désérialisation vulnérable pour récupérer un fichier sur le serveur qui héberge l'application en question. Durant cette présentation, nous avons créé ensemble une fonction, une classe vulnérable et également l'exploit PHP pour exploiter cette fonction. C'était une très intéressante démonstration. Vous allez trouver le replay bientôt qui va être publié, je crois, fin juillet. La semaine dernière, nous avons vu ensemble la falsification des requêtes côté serveur ou le SSRF. Nous avons vu ensemble comment peut-on exploiter la relation de confiance entre le serveur et l'application, le serveur de l'application et d'autres composants inaccessibles depuis l'extérieur pour avoir des données confidentielles et interagir indirectement ou directement avec la cible, même si elle a une adresse privée ou non routable. Le replay, normalement, va être publié fin juillet aussi. Je vous invite à regarder la présentation. Aujourd'hui, je vais présenter la vulnérabilité XXE pour XML External Entities. La semaine prochaine, je présenterai la première partie de la faille XSS et la deuxième sera le 3 août. Le reste du mois d'août, ça va être sur quelques vulnérabilités système. Je n'ai pas encore choisi les vulnérabilités. Si vous avez des propositions ou de failles système, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail, par téléphone ou sur TalkSpirit. Ok, donc la présentation d'aujourd'hui, c'est sur la vulnérabilité numéro 4 de Top 10 de l'OASP, qui est l'XXE ou XML External Entities. Pour le sommaire, je vais commencer par présenter la faille, après son impact, quelques mesures de protection, et on va passer ensemble à la démonstration technique. Ok. Pour commencer, je vais parler du langage XML et les entités externes, bien sûr. XML signifie Extensible Markup Language. C'est un langage conçu pour le stockage et le transport des données. Comme le HTML, le XML utilise une structure arborescente de balises de données, mais contrairement au HTML, les XML n'utilisent pas les balises prédéfinies. Et les balises peuvent donc recevoir des noms qui décrivent les données au sein de la définition de balises. Et depuis l'apparition de JSON, la popularité de XML a beaucoup décliné. Et donc, d'ailleurs, parmi les mesures de protection que j'ai mises pour remédier aux failles XXE, c'est utiliser le format JSON. Et donc, qui dit XML dit DTT, ou Document Type Definition, et c'est l'élément qui contient les déclarations qui peuvent définir la structure d'un document XML. Par exemple, le type des valeurs de données qu'il peut contenir. La DTT est déclarée dans l'élément facultatif doctype au début d'un document XML, et elle peut être entièrement autonome dans le document. On appelle ça les DTT internes, ou elle peut être chargée depuis un autre endroit, on appelle ça les DTT externes, ou elle peut être aussi hybride. Maintenant, parlons des entités externes, ce qui rend le mécanisme de
de XML vulnérables. Donc, les entités XML sont un moyen de présenter un élément de données dans un document XML. Donc, au lieu d'utiliser les données elles-mêmes, beaucoup d'entités sont intégrées dans la spécification du langage XML. Et donc, les entités externes XML sont un type d'identité personnalisée dont la définition est située en dehors de la DTT, où elles sont déclarées en fait. Et la déclaration d'une entité externe utilise le mot-clé système, le mot-clé système ici, et doit spécifier par exemple une URL à partir de laquelle la valeur de l'entité doit être rechargée. Par exemple ici, la valeur c'est mywebsite, c'est juste un exemple, mywebsite.com. Ok, passons à la vulnérabilité XXE. Donc, c'est une faille de sécurité web, comme j'ai mis, qui permet à un attaquant d'interférer avec le traitement des données XML par une application. Donc, elle permet souvent à un attaquant de visualiser les fichiers sur le système de fichiers du serveur d'application et interagir avec tout système interne ou externe auquel l'application elle-même peut accéder. Donc, comment peut-on détecter ces vulnérabilités? Donc, en fait, certaines applications utilisent le format XML pour transmettre les données entre le client et le serveur, ou le navigateur et le serveur. Et les applications qu'ils font utilisent pratiquement toujours une bibliothèque standard ou une API pour traiter les données XML sur le serveur. Et donc, les vulnérabilités XXE surviennent parce que la spécification XML contient des fonctionnalités vulnérables et que ce qu'on appelle les parseurs, standards ou analyseurs, je crois en français, prennent en charge ces caractéristiques vulnérables, même s'ils ne sont pas vraiment utilisés par l'application. Donc, il y a plusieurs types de XXE. Donc, on peut trouver, ceux qu'on va traiter dans le lab, c'est l'exploitation de XXE pour récupérer des fichiers. Ça, c'est le lab numéro 1. Deuxième lab, on va exploiter XXE pour effectuer des attaques de type SSRF. Ce lab, on l'a déjà fait la semaine dernière avec la vulnérabilité SSRF. On va le refaire aujourd'hui. Et à la fin, on va voir ensemble les blinds XXE pour récupérer justement des données par le biais des messages d'erreur. Ok, donc pour les impacts, généralement les attaques XXE peuvent inclure la divulgation des fichiers locaux qui peuvent contenir par exemple des données sensibles telles que des mots de passe ou des données utilisateurs privés en utilisant des schémas de fichiers ou des schémas relatifs dans l'identifiant du système. Comme l'attaque se produit par rapport à l'application qui traite le document XML, un attaquant peut utiliser cette application de confiance pour justement pivoter vers d'autres systèmes internes en divulguant éventuellement d'autres contenus internes via des requêtes HTTP ou en lançant une attaque, par exemple, CCRF vers des systèmes internes non protégés. Donc, dans d'autres situations, une bibliothèque de XML qui est vulnérable au problème de corruption de la mémoire côté client peut être exploitée, par exemple, en utilisant une URL malveillante permettant de l'exécution de code à distance. Enfin, il prend le contrôle total du serveur en question à distance. D'autres attaques aussi peuvent accéder à des ressources locales qui peuvent ne pas arrêter d'envoyer des données, ce qui peut avoir un impact sur la disponibilité des applications si c'est trop de threads ou de processus qui ne sont pas libérés, ce qui résulte une attaque de type delete service ou ce qu'on appelle le DOS. Ok, donc pour les mesures de protection, en fait, la quasi-totalité des vulnérabilités XXE sont dues au fait que la bibliothèque d'analyse XML de l'application prend en charge les fonctionnalités XML potentiellement vulnérables que l'application n'a pas besoin et donc aussi n'a pas l'intention de les utiliser. La manière la plus simple et la plus facile de prévenir ou d'éviter les attaques de type XXE est de désactiver ces fonctionnalités. En général, il suffit de désactiver, par exemple, la résolution des entités externes ou désactiver la prise en charge de la fonctionnalité X-Include, ce qu'on va voir ensemble après dans les labs. Ok, donc je vous ai mis aussi quelques captures d'écran avec explication de tous les labs qu'on va voir ensemble aujourd'hui.
Les labs sont ici avec des explications, des captures d'écran, etc. Ok, maintenant on va passer ensemble au lab. Et ok, je me connecte. Normalement c'est bon. Ouais. Ok, donc ce lab, enfin lab numéro 1, dispose d'une fonction qui est checkstock, qui analyse les entrées XML et qui renvoie toute valeur imprévue dans la réponse. Donc pour effectuer une attaque de type injection, XXE qui récupère un fichier sur un système de fichiers de serveur, on doit modifier le XML qui est envoyé donc, de deux façons. La première, c'est modifier l'élément de type qui définit l'entité externe qui contient le chemin d'accès au fichier. Et la deuxième, c'est modifier la valeur de données de XML qui est renvoyée dans la réponse de l'application afin d'utiliser l'entité externe définie. Donc, par exemple, cette application d'achat vérifie au niveau de stock, par exemple, si un produit existe ou pas. Donc, on va voir ça ensemble. On va accéder au lab. OK. On va aller à la fonctionnalité vulnérable qui est checkstock. On va activer Burp Suite, qui est un proxy web qui permet d'intercepter les requêtes qui vont du client vers le serveur et on peut modifier, on peut jouer avec les requêtes. Ok, je vais activer l'interception et je clique sur checkstock. Et ici, on a la requête qui est envoyée du client vers le serveur. On voit très bien qu'on utilise XML pour transmettre les données ici. Ok, et donc ici, l'application, on voit très bien qu'elle a aucune défense particulière contre les attaques XXE. Donc, on peut exploiter la vulnérabilité pour récupérer, par exemple, le fichier /etc/passwd, c'est le fichier qui contient la liste des utilisateurs dans les systèmes Linux. Donc, on va créer ensemble ce qu'on appelle le payload. Ok, donc on va commencer par la fonctionnalité doctype. Ok, donc ici on va nommer la doctype. Après, on va créer notre entité externe, c'est la fonctionnalité vulnérable dans le processus de XML. Entity. Après, on va la nommer XXE et le mot-clé système pour justement avoir les. C'est la syntaxe de XML pour les entités externes. Et après, on va essayer de récupérer le fichier /etc/passwd. On va fermer l'entité, on va fermer la doctype. Et puis ici, à la place du product IT, on va appeler la variable XXE qu'on a déclarée ici pour l'entité externe. Donc avec XXE. Et voilà. Normalement, c'est bon. Enfin, je fais l'application le premier lab, c'est facile. Il n'y a aucun mécanisme de protection contre les failles. Et voilà, on a eu le fichier en question qui contient la liste des utilisateurs dans l'application vulnérable. Ici, si on désactive le burp et il va me dire que le lab a été résolu. Ok, ça c'est pour le premier lab. Maintenant, on va passer au deuxième. C'est pour faire les attaques SSRS via XXE. En fait, l'impact principal des attaques XXE est ce qui peuvent être utilisés pour effectuer des requêtes de falsification côté serveur, les SSRS. Donc, il s'agit d'une vulnérabilité potentiellement grave dans laquelle l'application côté serveur peut être incitée à effectuer des requêtes HTTP vers n'importe quelle URL à laquelle le serveur peut accéder. Donc, pour exploiter une vulnérabilité XXE afin d'effectuer une attaque SSRS, donc on va tout d'abord définir une entité XML externe
en utilisant l'URL qu'on va cibler. Ici, c'est le 169.254.169.254. Et utiliser après l'entité définie dans une valeur de données. Donc, si on peut utiliser l'entité au sein d'une valeur de données qui est renvoyée dans la réponse de l'application, on peut alors voir la réponse à partir de l'URL dans la réponse de l'application, en fait. Et aussi obtenir une interaction, ce qu'on appelle les interactions bidirectionnelles avec le système en question. Ok, on va commencer le lab. Ce lab, je l'ai fait, je crois, 3 fois. Je l'ai fait pendant les Proxy Mondays, après ma présentation sur le top 10 de l'OASP. Je l'ai fait la semaine dernière, durant ma présentation du SSRS. Et là, ça se répète encore pour le XXE, parce qu'il combine en fait les deux. Il combine le XXE et le SSRS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le SSRS, je vous invite à regarder la présentation de la semaine dernière. Ok, donc comme d'hab, j'active burp et là j'intercepte la requête. Ok, donc j'active l'interception. Comme d'hab, on intercepte la requête. On voit la requête vers Keeper, c'est la fonctionnalité qui nous permet de modifier la requête. Et ici, on va lancer notre attaque. Donc, comme d'hab, on va installer la DTT. Ok, ici, c'est l'entité externe qui est XXE. Après, on va mettre le mot-clé système. Et après, on va mettre le lien vers le serveur de confiance qu'on appelle le serveur de confiance. Pour justement, l'objectif, c'est d'avoir une clé IAM qui est sur le serveur. Ok, donc ici, on va mettre notre lien. Ok, normalement, on est bon. On ferme notre entité, on ferme la DTT. Et comme au premier lab, on fait appel à la XXE ou notre variable qu'on a déclarée. Ok, et ici, il va nous afficher ok, je crois. Ah oui, je me suis trompé ici. Il faudrait couper le micro de Vincent. Ok, donc c'est le dossier latest. Je crois latest après IAM, si je ne me trompe pas, parce que latest IAM. Ah, metadata après. Data. Après, je crois IAM. Après security. Enfin, je fais parce que j'ai l'habitude de le faire, du coup, je saute des étapes. Ok, donc metadata. Après, tu as le dossier IAM. Ok, donc après security credential et après. Ce sont des dossiers hein, sur le serveur qui héberge l'application. Et puis admin à la fin. Comme ça, on aura le dossier où la clé IAM est stockée. Donc admin. Et puis on a la clé secrète qui permet une clé d'authentification sur l'application. Ok, ça c'est pour le lab numéro 2. Maintenant passons au lab 3. Ça je peux fermer. Juste je désactive burp pour qu'on voit que le lab a été résolu. Normalement. Ouais, on est bon. Ok. Donc, pour introduire ce lab, certaines applications reçoivent les données transites par les clients et les intègrent côté serveur dans un document XML, puis analyse le document. Donc, c'est le cas, par exemple, lorsque les données envoyées par le client sont placées dans une requête SWAP, ce qui est ensuite traité par le service SWAP. SWAP, hein, c'est un protocole d'échange d'informations basé sur XML. Enfin, il permet comment dirais-je, la transmission des messages entre objets distincts. Donc, et du coup, dans cette situation, on ne peut pas effectuer une attaque XXE classique car on ne contrôle pas l'ensemble du document XML. Et on ne peut pas donc définir ou modifier un élément type. Mais on peut utiliser l'élément X-include à la place. X-include, c'est une partie de la spécification XML
qui permet de construire un document XML à partir de sous-documents. Donc, on peut placer une attaque X-include dans n'importe quelle valeur de données d'un document XML, de sorte que l'attaque peut être effectuée dans des situations où on contrôle qu'un seul élément de données qui est placé dans le document XML côté serveur. Donc, on va accéder au lab. Ok, j'ai désactivé bloc, normalement on est bon. Comme d'hab, la fonctionnalité qui est vulnérable, qui est checkstock, activer burp et intercepter la requête. Hop, et on voit très bien qu'on peut pas jouer, enfin qu'on peut pas modifier la DTT parce qu'on la voit pas. Donc ici on va juste faire comme ça. On va introduire tout d'abord le X-include, enfin on va faire référence à la fonctionnalité X-include, juste parce que je connais pas la syntaxe exacte. Je vais aller sur le web. Je crois normalement j'ai le lien X-include. Juste pour, je crois que c'est là. Non. Juste prendre la fonction, enfin la syntaxe exacte de l'appel de X-include parce que je le connais pas par cœur. Oh oui, c'est là. Ok. Ça c'est juste pour, enfin c'est une sorte de bibliothèque comme, enfin pour voilà, pour faire appel ou faire référence à la fonctionnalité. Ok, donc je fais ici. Ok, ça c'est pour appeler. Après, on va mettre le chemin d'accès vers le fichier de la cible, qui est notre fameux fichier /etc/passwd. Ok, donc on va faire ici include. Après, je vais mettre le parson texte, texte, et puis le lien vers notre fichier. File de point /etc/postwd. Ok, normalement c'est bon. Et il faut fermer la première balise qui est book. Donc, normalement on est bon. On va voir la réponse. Ah non, oui, il faut mettre tout ça à la place du product ID parce qu'il va nous afficher comme si le produit n'est pas disponible. Et puis, il va loader ou télécharger la fonctionnalité X-include et il va me mettre à la place enfin, le contenu du fichier qui est /etc/passwd. Ici, on va /x. Il faut mettre ici à la place du product ID et normalement, on est bon. Et voilà, donc invalide product ID, donc il n'a pas trouvé l'ID, mais là, voilà, il a téléchargé le contenu du fichier en question qui est le /etc/passwd. Ok, donc ça c'était le lab 3. Normalement, ici c'est bon, non, c'était ici. Ouais, c'est bon. Ok, là on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. Et ça, c'est pour le dernier lab. Donc, quatrième et dernier lab pour aujourd'hui, c'est les blind XXE. Mais avant de passer au lab, je vais juste expliquer deux choses qui sont très, très importantes pour la compréhension de ce lab. C'est déjà les attaques de type blind et les techniques de out of bound. Donc, je reviens à la présentation. Vite fait, c'est là. Et c'est parti. OK. Donc, les vulnérabilités XE-blind surviennent lorsque l'application est vulnérable à l'injection XXE, mais ne renvoie pas de valeur des entités externes définies dans les réponses. Donc, cela signifie que la récupération directe des fichiers côté serveur n'est pas possible. Et donc, les blind XXE sont généralement plus difficiles à exploiter que les vulnérabilités XXE ordinaires. Donc, il existe de grandes façons de trouver et exploiter les blind XXE. Donc, on peut utiliser des techniques de out of bound en exfiltrant parfois des données sensibles dans les données d'interaction.
Out of band, c'est quoi? C'est une technique qui utilise des serveurs externes pour détecter des vulnérabilités autrement invisibles. Donc à la base, cette technique a été introduite par les éditeurs des logiciels de type SAST ou DAST, et pour améliorer encore les modèles DAST, c'est pour Dynamic Application Security Testing. Et donc, cette technique de test de sécurité améliore les résultats renvoyés par les tests de sécurité du DAST d'un côté, et de l'autre côté, ça permet de voir le fonctionnement interne d'une application. En fait, si une vulnérabilité est blind, alors elle ne nous renvoie pas ou elle ne nous renvoie aucune réponse utile lorsque nous envoyons une attaque, même si par exemple cette attaque est réussie. Et donc, nous avons besoin d'un moyen de contourner ce problème. Et les méthodes de test de type out of band sont ce contournement. Donc, il s'agit d'envoyer un payload qui provoque une interaction avec un système externe ou un sous-système externe qui est contrôlé par l'attaquant. Et donc, et se trouve en dehors de domaine de la cible. Donc, la deuxième façon de trouver les blinds XXE, c'est ce qu'on peut déclencher des erreurs d'analyse XML de manière à ce que les messages d'erreur contiennent des données sensibles. Ok, donc, généralement, on utilise la fonctionnalité Burp Collaborator. C'est une fonctionnalité qui permet de faire les attaques de type blind. Ok, donc, et vu que j'ai pas un système externe que je contrôle moi-même, et aussi j'ai pas la version professionnelle de Burp Suite, donc qui est Burp Collaborator, on va utiliser la deuxième technique avec les messages d'erreur. Donc ici, on va accéder au lab. C'est un peu dur ce lab. Et ici, on va pour exploit server. Non, je vais les mettre tous dans la même. Ok, juste, c'est pour déclencher le message d'erreur d'analyse XML, pour avoir, comme d'hab, le contenu du fichier /etc/passwd en utilisant une DTT ou un document type definition externe et vulnérable. Juste, je vais écrire la DTT et après, je vous expliquerai les détails par la suite. Je vais commencer par définir la DTT. Ok, donc. Ok, donc c'est bon. Ok, donc ici j'ai commencé par définir une entité de paramètres XML appelée, je l'ai appelé file, donc qui contient le contenu du fichier /etc/passwd, ici là. Donc après j'ai défini une entité de paramètres XML appelée eval, qui contient une déclaration dynamique d'une autre entité de paramètres XML appelée error. Donc l'entité error sera évaluée en chargeant un fichier inexistant dont le nom contient la valeur de l'entité file.
Donc ici, l'entité eval provoque la déclaration dynamique de l'entité error. Après, j'ai défini l'entité error à la fin, de sorte que sa valeur est évaluée en essayant de charger le fichier inexistant, ce qui entraîne un message d'erreur, contient le nom du fichier inexistant et ce qui est le contenu du fichier /etc/passwd. En fait, en gros, il va chercher le fichier non-existent file et comme il va pas trouver ce fichier sur le serveur, il va afficher le résultat, un message d'erreur avec le nom. Et ce nom de fichier, il est le contenu de notre fichier file qui est /etc/passwd. Donc ici, on est bon. On va stocker l'exploit. Juste, on va voir view exploit. Et là, on va intercepter notre requête pour faire appel à cette DTT vulnérable. Ok, donc check stock. Après, on va activer burst. Comme app, intercept on. Ok, et donc ici, check stock. Sûrement, on va avoir des erreurs, on va les corriger ensemble. Ok, donc repeater. Ok, ici, juste, on va appeler la DTT vulnérable. Donc, comme d'hab, type. On va l'appeler XXE, le mot-clé système. Et ici, juste, je continue comme ça. Après, je vais mettre le lien. Oups, j'ai oublié de fermer ici. Ok, juste, je fais un copier-coller du lien ici, parce qu'on va l'appeler ici. Hop, et on met le lien ici. Ok. Donc, de type, entité, c'est bon, système, le lien d'exploit. Après, la variable xx avec le point virgule. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc, entité master immediately followed. Ah oui, oui, je vois l'erreur. Ok, donc ici, juste je vais désactiver. Il faut faire en sorte, parce que c'est une deuxième entité qui est dans une autre entité, donc il faut l'encoder en HTML, le pourcent, parce qu'il n'arrive pas à lire le pourcent qui est devant error ici. Le pourcent là, il faut le décoder, enfin l'encoder en HTML. Je vais juste taper HTML. Non. Oui, un petit référence. Ouais. Et ici, je vais juste prendre la valeur exacte du pourcent. On va le remplacer par ce petit code dans l'exploit. C'était où notre serveur? Et ici, on va remplacer le petit pourcent par l'encodage HTML. Oups. Ça va pas. Post. J'ai fait copier. Je ne peux pas faire une copie. Je peux pas. Mais je vais l'écrire directement. C'est ok, c'est bon. Je vais l'écrire directement. Parce que j'arrive pas à faire des copies-coller. Ok, c'est hop. Ouais, après c'est 65. Ouais, x00025. Ok, donc c'est parti. On va storer notre exploit et on va refaire le test. Et on est bon. Ok, donc voilà.
On a eu la réponse du fichier /etc/passwd. On a vu que le lab a été résolu. Donc voilà, la présentation d'aujourd'hui est finie. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc maintenant la parole c'est à vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Ouais, Oussem, bah, merci à nouveau hein, pour la présentation. Moi, j'avais Merci. une question concernant Burp. Là. Tu Mhm. disais que tu n'avais pas la Burp Suite. Est-ce que tu sais ce que ça apporte en fonctionnalité, cette version-là, par rapport à celle que tu utilises? Tout ce qui est, par exemple, le Burp Suite professionnel, on peut avoir un analyseur de vulnérabilité, hein, comme font, enfin, par exemple, comme dans les autres solutions. Enfin, il y en a des solutions qui sont open source, mais voilà, un analyseur spécialisé pour le web, hein, pas pour les file systems. Donc, analyseur de vulnérabilité en plus, un serveur externe qui est totalement contrôlé par le pen tester, qui permet de justement réaliser des attaques de type out of band. Aussi, pas mal d'autres fonctionnalités. Enfin, je connais pas les autres fonctionnalités, mais Ouais. les deux grosses fonctionnalités, c'est les attaques de type out of band et le scanner de vulnérabilité. Ouais, on peut faire pas mal de choses avec la version open source, mais c'est toujours limité, hein, c'est toujours limité. Par exemple, ici, si j'avais le Burp professionnel, j'aurais pu faire des attaques plus avancées de type out of band. Mais là, vu qu'on est limité par la version open source, donc on peut pas Et aller. en termes de reporting, justement, par rapport à TTS, est-ce que tu sais si cette version-là, justement, génère automatiquement des rapports résultats de Effectivement, il TTS? génère automatiquement des rapports avec les vulnérabilités, avec les CVE, gravité, même il te propose des mesures de protection par rapport à la vulnérabilité détectée, en fait. Parce Donc, qu'avec les versions open source, tu ne l'as pas, ça. non, tu peux pas. Et quels sont les autres softs qui permettent de faire la même chose, mis à part Burp? Est-ce il existe d'autres produits open source, pareil, qui font à peu près la même chose? Ou alors c'est vraiment le leader sur le marché? Oui, il y a un outil, enfin un proxy web, enfin exactement pareil à Burp, qui s'appelle OWASP Zap. Ça a été développé par la fondation OWASP. C'est exactement les mêmes fonctionnalités. Je ne l'ai pas utilisé personnellement, mais j'ai vu que je vais être, enfin, souvent sur les forums de WASP, les vulnérabilités de l'OWASP. Donc, il y a un proxy web qui s'appelle Zap. Donc, il paraît que Burp, il est open source. Mais voilà, Burp, ça reste le plus utilisé, le plus puissant. À mon avis, hein, à mon avis. Après, Mais je suppose que c'est un type d'attaque basique et mhm. qu'aujourd'hui la plupart des serveurs web sont protégés de ce type Oui, d'attaque. Ou oui, alors, effectivement, parce que la semaine dernière, j'avais présenté le SSRF qui est encore détecté jusqu'à aujourd'hui, mais le XML External Entities, c'est bon, qui est quasiment disparu parce que la correction elle est très facile en fait. Donc, je crois que aujourd'hui, il y a dans la plupart des cas, enfin, même si on utilise les XML pour échanger les données, on ne va pas trouver ce genre de vulnérabilité. Oh, je vois une question de Frédéric dans le chat. Un WAF peut-il détecter et contrer ce type d'attaque? oui, voilà, c'est un peu la question. Voilà, est-ce qu'un WAF, un IPS, IDS, Oui. je suppose, est capable de détecter ce type d'attaque, bien sûr, à partir du moment où on n'est pas en HTTPS, mais Oui, il peut détecter à partir du moment où on n'est pas en HTTPS, un WAF, un Web Application Firewall, il peut détecter ce genre de faille, effectivement. alors, est-ce que tu aurais par hasard la CVE correspondante? Parce que je ne sais pas si tu l'as indiqué dans la Euh, présentation. non, je ne l'ai pas indiqué, je ne l'ai pas, mais D'accord, je peux te le chercher, hein. Je ne l'ai pas en tête comme ça, mais je peux te l'envoyer. Il n'y a pas de souci. d'accord, merci. Comme ça permettra de Oui. vérifier notamment dans les signatures. Sinon, oui, j'ai pas parlé des. Enfin, juste, je vais refaire un partage d'écran. Juste, je vous ai mis quelques liens ici pour ceux qui veulent en savoir plus sur le XS, sur le FAXXE. Je vous ai mis quelques liens, des liens vers le WASP qui expliquent avec plus de détails ces failles-là. Que vous pouvez les trouver dans le dernier slide de la présentation. Aussi, les slides vont être publiés avec la vidéo après par Diana, je crois, 20 juillet. Donc, voilà.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je crois qu'on a fini. Je vous dis à lundi prochain, soyez nombreux aussi. Lundi prochain, ça va être le XSS, la fameuse faille XSS.